Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir à tous, merci d'être sur Espace TV. L'importation, la vente et le port des uniformes appartenant aux forces de l'ordre sont interdits sur l'ensemble du territoire national. L'annonce a été faite ce vendredi par le porte-parole du ministère de la Sécurité. Vous l'écouterez dans ce journal. La communauté asiatique d'Île-de-France, l'une des plus importantes en Europe, est régulièrement la cible d'agressions violentes. Un mal enraciné qui reste négligé par les autorités selon les associations. C'était là les titres. Merci et bienvenue dans ce 13h. On ouvre ce journal par cette brève. Au terme de ces consultations avec les acteurs politiques, la mission internationale d'évaluation des préparatifs des élections législatives a fait des recommandations de sortie de crise. Goodluck Jonathan, Nicéphore Soglo, Christopher Fomunio ont notamment suggéré au gouvernement guinéen de clarifier sa position sur le cadre, constitutionnel du pays. Dans un esprit de coopération internationale, la délégation propose au gouvernement de clarifier davantage sa position concernant les spéculations sur le cadre constitutionnel du pays, ce pour renforcer la confiance des citoyens dans son engagement à renforcer la démocratie et à favoriser les élections législatives pacifiques et crédibles. Des femmes réclament justice pour la dame qui dit avoir été victime d'un viol collectif à Siguiri en mai dernier. Elles ont organisé un sit vendredi devant le ministère de la Justice. Ces membres d'ONG de défense des droits de femmes réunis en collectif ont voulu attirer l'attention des autorités et le personnel judiciaire. Et elles comptent lutter jusqu'au bout pour que plus jamais de pratiques de ce genre dans le pays. Abdoulaye Sadio Diallo, suivez. Devant le département de la justice ce vendredi, des dizaines de femmes et filles venues manifester leur colère. Armées de slogans hostiles aux violeurs, elles dénoncent le viol collectif qu'aurait subi Dame X au camp d'infanterie militaire de Siguiri en mai dernier. Le viol est un crime. Le viol est un crime. Le viol collectif est une abomination. Le viol collectif est une abomination. Où est le gouvernement? Absent. Où est le ministère de l'Action sociale de la prévention? Absent. Où est la justice? Une heure environ, ces activistes et prises de justice ont exprimé leur mécontentement, empêchant toute circulation sur ce texte, aidés par les forces de l'ordre. Puis, c'est la lecture du mémorandum. Nous, activistes sociaux de promotion et de protection des droits des femmes, condamnons avec la dernière énergie les persécutions et violations dont Dame X a été victime, dont l'objectif est de la faire taire et l'obliger donc à reculer dans l'obtention de la vérité et de la justice. Nous continuerons à défendre les principes sacro-saints du respect de la dignité humaine pour que plus jamais les victimes de violences sexuelles ne soient coupables des agissements dus aux violeurs. Les épouses des hommes en uniforme doivent se joindre à cette lutte pour la justice, clame Halimatou Dalin. Nous lançons ici un appel à leurs épouses, parce qu'elles sont des épouses, elles sont des mamans, elles sont des sœurs, de s'impliquer pour que plus jamais ça. En deuil, le ministre de la Justice, Mamadou Lamine Fofana, était absent des lieux, mais un des cadres de son département a tenu à écouter les activistes et à réagir. Je vous remercie pour votre implication personnelle pour ne pas que cette affaire reste dans l'oubli, pour qu'elle soit élucidée. Et nous remercions les uns et les autres qui pourraient apporter les preuves, les témoignages pour élucider. Ici, comme vos représentants sur le terrain là-bas, pourront nous aider à identifier avec plus de précision les suspects afin de les traduire en justice. Ceci n'est qu'un début, préviennent les activistes de promotion et de protection des droits des femmes. Je vous le disais dans les titres, l'importation, la vente et le port des uniformes appartenant aux forces de l'ordre sont interdits sur l'ensemble du territoire national. Cette mesure, qui était déjà en vigueur, vient d'être réitérée par les autorités de la police nationale. Le porte-parole contrôleur général Mamadou Ba Camara a fait une déclaration dans ce sens. Il est au micro d'Abdoulaye Camara. Suivez. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a constaté avec amertume le port par des personnes morales ou physiques
de tenues assimilées ou qui prêtent à confusion avec l'uniforme des services de sécurité ou de défense nationale. Cet état de fait, contraire aux dispositions de l'article 16 du décret numéro D-98-108-PRG-SGG du 13 juillet 1998 portant réglementation des activités des sociétés et entreprises de sécurité privées peut être interprété diversement, dont, entre autres, se substituer aux forces de sécurité ou de défense pour commettre des crimes ou délits. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, conscient des éventualités que cette confusion pourrait créer à l'avenir, rappelle que l'importation, la vente et le port de l'uniforme sont exclusivement réservés aux forces de sécurité et de défense. Toute personne qui sera appréhendée pour port, détention, de tenue assimilable à l'uniforme des forces de sécurité ou de défense s'exposera à la rigueur de la loi. 5 promotions ont suivi des séries de formations théoriques et pratiques en 6 mois à l'école de la gendarmerie de Sonfonia et de Kalea. Ce vendredi, les autorités administratives et la hiérarchie de la gendarmerie ont délivré des diplômes et invité les stagiaires à l'application stricte des textes sur le terrain. Mamadou Sadio Baldé et Abou Korea Kourouma pour le reportage. Les cours de la topographie, de la transmission, du renseignement et l'enquête, entre autres, ont été dispensés. Le haut commandement de la gendarmerie nationale revient sur les différentes promotions ayant bénéficié de ces modules. La 6e promotion du cours de formation des commandants d'unité de la gendarmerie territoriale, la 5e promotion du diplôme de qualification supérieure de gendarmerie, la 5e promotion des directeurs d'enquête, la 18e promotion des officiers de police judiciaire et la 3e promotion des agents de constat. Courant 2019, 1850 gendarmes ont bénéficié des formations. Les ambitions sont grandes, elles le seront davantage l'année prochaine pour la sécurité élargie aux citoyens. Pour la première fois, une formation au renseignement opérationnel a été réalisée en Guinée. Et enfin, les instructeurs ont quitté les écoles et ont été projetés dans les unités pour former les militaires de la gendarmerie. Les efforts entrepris cette année se poursuivront et seront amplifiés en 2020. Les écoles devront poursuivre leur action au bénéfice des militaires de l'institution et au final pour les citoyens de la République de Guinée. Le représentant du ministre de la Défense évoque les rôles assignés aux structures de la défense et de la sécurité. Il souligne l'implication du chef de l'État pour amorcer la réforme des services de sécurité. Il a eu le mérite d'établir le lien entre la sécurité et le développement. En fait, il n'y a pas de développement sans sécurité. Il n'y a pas de sécurité non plus sans paix. Cette trilogie, paix, sécurité et développement, est à l'origine des efforts de formation de la gendarmerie. Le maintien d'ordre, l'enquête judiciaire, le renseignement, la topographie judiciaire, les stagiaires ont fait montre de la maîtrise des cours reçus. C'est au niveau de la pratique sur le terrain qu'ils sont beaucoup plus attendus par les citoyens. Ouverture ce vendredi à Conakry de la 2e session du comité de pilotage du programme d'appui aux communautés villageoises PACV et l'ANAFIC. Une session au cours de laquelle plusieurs sujets ont été abordés, notamment des sujets concernant les collectivités locales dans le but d'opérationnaliser sur les territoires des collectivités locales les politiques publiques en matière d'éducation. Mohamed Valektouri, Ibrahima Sori Kamara. Suivez. Cette rencontre permettra au programme d'appui aux communautés villageoises PACV et le PANAFIC d'être dotés de documents stratégiques et opérationnels devant guider leur gestion pour le compte de l'année 2020. L'idée est de formuler des recommandations capables de booster la performance des équipes dans la mise en œuvre des activités sur le terrain. Il s'agit de l'Agence française de développement qui appuie l'opérationnalisation de l'ANAFIC pour 10 millions d'euros et la Banque mondiale
qui appuie la gouvernance locale et l'opérationnalisation de l'ANAFIC pour 40 millions de dollars. On a mis en place l'ANAFIC il y a presque un an. Aujourd'hui, sur le terrain, nous avons 791 ouvrages en construction et qui sont au-delà de 70%. Ce projet entre dans le cadre de la recherche des mécanismes visant à assurer le financement et l'accompagnement du processus de développement local. De par ce projet, quelques partenaires financiers présents à Conakry s'engagent du côté des ruraux pour améliorer la capacité du gouvernement local en matière de ressources financières. Depuis plus de 15 ans, nous avons soutenu le développement local et donc nous appuyons naturellement cette agence parce que pour nous c'est un aboutissement. On a accompagné la décentralisation et ça nous semblait naturel. Le rapport d'activité de l'année 2019 est approuvé par les 27 membres statutaires. Divers sujets et informations intéressant la vie des 3 projets sur le terrain ont été discutés. Les attentes aussi importantes. On parcourt les dossiers, on parcourt les objectifs, conformément aux réalités, chacun apporte sa contribution pour améliorer le document afin que le projet puisse évoluer. Ce projet, nous allons examiner les projets déjà réalisés, mais ceux que nous allons aussi entamer pour l'année 2020. De par ce projet, des ressources financières pour soutenir la politique de décentralisation du processus de développement local sont déjà obtenues pour l'exécution des activités sur le terrain. Vendredi de l'entrepreneur, cette initiative du Fonds national pour l'insertion des jeunes s'est tenue vendredi. Il était question de permettre aux jeunes de faire connaître leurs projets, leur offrir une orientation et surtout les informer sur les modes d'accompagnement du FONIJ et des structures techniques et financières. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Jeunesse qui a retiré la forme détermination du gouvernement à lutter contre le chômage et des jeunes. Alcéné Barry, Yacouba Traoré. Amadou Dramé a un projet de construction d'une ferme avicole de 2500 poussins à Mamou. Pour réaliser son ambition, il a besoin de plus de 600 millions de francs guinéens. Aujourd'hui, il s'en remet au FONIJ pour des conseils, formations et appuis financiers. Je compte beaucoup sur le FONIJ parce que là, c'est grâce au FONIJ que j'ai été au Bénin. Bien sûr, c'est la CEDEAO qui a organisé, mais c'est à travers le FONIJ qu'on a eu le tuyau. Ce sont eux qui nous ont appelés et puis ils nous ont formés. Et ensuite, ils nous ont laissé partir. Donc, je compte beaucoup sur le FONIJ. D'ailleurs, c'est seulement le FONIJ que je compte. Comme lui, des dizaines de jeunes disposent de projets qui n'attendent qu'à être financés dans la base de données du FONIJ. L'objectif est de lutter contre le chômage en permettant aux jeunes de se prendre en charge et d'employer d'autres. D'où l'idée du vendredi de l'entrepreneur. Le vendredi de l'entrepreneur, c'est un espace d'échange permettant à ces jeunes vraiment de venir exposer leur idée de projet qui est vraiment remarquable. Et le FONIJ est là pour eux, le FONIJ est là pour les aider à franchir certaines barrières pour vraiment faire la mise en place de leur structure qui permettra d'insérer d'autres jeunes. La lutte contre le chômage est un défi difficile à relever. Le ministère de la Jeunesse en est bien conscient. Chaque mois, nous allons nous retrouver dans ce cadre pour amener les jeunes à entreprendre, à créer, à innover, à participer à ce débat constructif, n'est-ce pas, qui va leur permettre d'être de véritables citoyens, des citoyens actifs au service, n'est-ce pas, de leur communauté. Dans les prochains mois, ce vendredi de l'entrepreneur sera délocalisé à l'intérieur du pays. Les conditions d'études à Dabaya sont difficiles. Cette école de 3 salles de classe, 2 blocs latrines, une direction et un puits amélioré vient renforcer le cadre d'apprentissage des élèves dans cette localité. Les autorités communales ont participé au contrôle et au suivi de toutes les étapes des travaux réalisés par une jeune entreprise. Très sincèrement, je suis très heureux d'exprimer mon réconfort moral pour voir les jeunes que tout le monde
doutait qu'on ait eu confiance qu'ils réalisent de telles infrastructures. C'est une grande fierté pour la commune. Et ça prouve que la commune n'a pas eu tort de faire confiance aux jeunes. L'entreprise Guinapress, qui a exécuté les travaux, explique la procédure et espère rendre définitivement ces travaux entièrement préfinancés. Je rappelle que c'est une école sous financement de CBG. C'est un projet communautaire que CBG appuie aux collectivités. Et nous, au compte de la commune urbaine de Boké, nous avons soumissionné en tant qu'entrepreneur local, jeune entrepreneur de Boké, et nous avons eu la chance, bien entendu, avec tous les critères énumérés, d'avoir donc ce marché de construction d'une école de 3 salles de classe plus une direction générale, y compris les équipements, notamment les tables bancs et le bureau du maître et quelques kits scolaires, y compris un fourrage, un puits amélioré. Pour la CBG, les travaux répondent au cahier de charge. Nous sommes satisfaits de la qualité des travaux parce que tous les travaux qui ont été réalisés sont conformes au cahier des charges. Nous sommes avec notre équipe d'ingénieurs qui ont constaté que oui, les travaux ont été réalisés conformément au cahier des charges. Donc on est très satisfait de la qualité des travaux. Les bénéficiaires de cette école expriment déjà le besoin du rajout d'enseignants, un problème confié à la commune urbaine de Boké. En juin 2020 se tiendra en Côte d'Ivoire le prix international des musiques urbaines. Plusieurs artistes venus de divers horizons y prendront part. Pour cette édition, c'est la Guinée qui est le pays invité d'honneur. Molaré est venu spécialement pour annoncer la nouvelle au ministre de la Culture. Je devais venir informer les autorités, voir mes confrères artistes et puis leur expliquer qu'il faut passer par un message de paix. Il faut savoir que ce n'est pas tous ceux qui sont là qui vont partir. Il y a d'autres artistes qui n'étaient pas dans la salle qui vont être conviés aussi. C'est vraiment une grande fête. Il y a, cette édition, on est à 160 artistes quand même sur 3 jours qui vont performer, qui vont venir de plusieurs pays. Mais le pays à l'honneur, c'est la Guinée. Et chaque fois, on aura 5 à 6 passages d'artistes guinéens. Les autorités guinéennes sont d'accord. Et c'est le ministre de la Communication qui prend la parole. Et aujourd'hui, il nous a fait une annonce qui nous a énormément ravis, c'est de choisir la Guinée comme pays invité pour la prochaine édition du Primud, qui est un festival qu'il organise tous les ans en Côte d'Ivoire. Donc le ministre de la Culture a demandé aux artistes de s'organiser, même en comité ou en commission, pour commencer à préparer la participation de la Guinée à cet événement continental. Et nous sommes vraiment très fiers que la Guinée commence à retrouver sa place sur la scène continentale en matière artistique. L'artiste vit de son art. Monsieur le ministre de la Culture, je vous prie de lever la suspension des artistes. Des groupes Baluzar et Dexy Forestry plaident Didier Oudi Premier. Bantamasso donne son aval et comme négocié à l'avance, la sanction est levée sur le coup. La direction générale de l'agence guinéenne de spectacle décide, article 1, la suspension des groupes Dexy Forestry, Baluzar et King Galasco est levée. Article 2, les 10 groupes sont autorisés à reprendre des prestations scéniques et artistiques en République de Guinée dans le strict respect de la réglementation en vigueur. Article 3. La présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature sera publiée partout où besoin sera. Dexy Forestry et BLZ peuvent désormais se produire en Guinée. Donc aujourd'hui on est très contents et on remercie, ça c'est très important pour moi, on remercie toutes les personnes qui nous ont tapé dessus en nous disant on le fait parce que pas vous. Cette sanction a été prise contre eux le lendemain du concert tenu le 2 octobre au Palais du Peuple, lors duquel les artistes ont adressé des propos déplacés à l'encontre d'un journaliste et promoteur culturel. Voici une rue que Madame U ne parcourt plus jamais seule le soir depuis le 16 avril dernier. Je ne suis pas restée longtemps chez mon ami, une demi-heure à peine, parce qu'il allait être 22 h. La nuit était tombée et je sais qu'il vaut mieux ne pas trop traîner dans les rues par ici le soir. En sortant de l'immeuble, même pas 5 minutes après, je me suis fait agresser par 2 individus qui étaient sur une moto, tout feu éteint, et qui ont débarqué derrière moi. Ils ont attrapé mon sac et avec la violence de l'agression, je suis tombée sur le trottoir. Ils m'ont volé mon sac à main avec toutes mes affaires personnelles. Depuis plusieurs années, ce genre d'agression se multiplie. 114 recensés l'an dernier par la préfecture de police de Paris, toujours dans les mêmes quartiers, aux abords des lieux de vie et de travail de la communauté asiatique. Et notamment le long de cette ligne de bus qui traverse Ivry et Vitry-sur-Seine en banlieue parisienne.
En juillet 2017, Madame Wang se rend à son cours de danse. Agressée très violemment, elle décède 3 semaines plus tard d'un AVC. Une attaque ciblée selon son fils Robert, parce qu'elle était d'origine chinoise. Pourquoi on agresse les Asiatiques? C'est un cliché qui est véhiculé. On dit que les Asiatiques ne portent pas plainte, qui ne savent pas parler français, donc ils ne vont pas porter plainte. Ils ont de l'argent liquide sur eux. Mais quand on se rend compte, la plupart des agressions, les butins sont dérisoires. Ma mère, elle avait 30 € sur elle. Alors, pour endiguer le phénomène, Robert et d'autres se mobilisent au sein du comité Sécurité pour tous. Ensemble, ils tentent de convaincre les victimes de se porter partie civile en cas de procès. Mais après avoir déposé plainte, certaines n'ont pas le courage de se confronter à leurs agresseurs. C'est dur, mais on y arrive parce qu'on trouve les mots. Là, par exemple, ce soir, on a partagé comment tu as fait, tu l'as abordé comment, par un texto avant ou après. Voilà, chacun apporte ses techniques et on a réussi à contacter toutes les personnes et il y en a qui nous suivent. On est là donc pour leur expliquer que, comme on dit simplement, l'union fait la force et que plus il y aura de victimes qui se porteront partie civile, plus le procès aura des chances d'être équitable et de changer les choses à terme. Pour empêcher les vols, le collectif réclame l'installation de vidéosurveillance dans les zones à risque, comme sur le trajet de la ligne de bus où se concentrent les agressions. À Ivry et à Vitry, il n'y a pas de vidéosurveillance, voilà, il n'y a pas de caméras installées au carrefour, dans les petites ruelles, etc. Donc c'est sûr que ça a un impact certain sur le nombre d'agressions. Voilà. Quand les agresseurs savent qu'ils n'ont pas de chance d'être repérés, forcément ils vont s'en donner à cœur joie. Mais pour les membres de Sécurité pour tous, la réponse sécuritaire n'est pas suffisante, il faut aussi éduquer. Depuis peu, les associations se mobilisent contre les clichés à l'origine des violences. Des gens vont se dire que les Asiatiques sont des cibles qu'il faut peut-être plus faciles à racketter ou à agresser, qu'il y aura moins de conséquences, etc., etc. On est en train de travailler sur une formule qui vise très spécifiquement à déconstruire les stéréotypes et les préjugés envers les personnes asiatiques. Des campagnes de sensibilisation devraient être lancées en 2020 dans des établissements scolaires d'Île-de-France. De son côté, Robert poursuit son combat avec l'espoir qu'un jour, les agresseurs de sa mère seront arrêtés et jugés.